a caché dans ses bagages de coups baisers et de grands serments. Mais le train que prenaient nos grands-mères de nos jours nous paraît bien vieux jeu. Elles rêvaient d'un cœur et d'une chaumière. Aujourd'hui, leurs filles veulent avoir mieux. Dès 1935, la maison sur roue qu'est la caravane permet aux Flamands de découvrir la cascade de Caux. Quant aux Wallons, eh bien, ils se rendent à la côte. La vie dans les camps, une autre nouveauté de l'époque, favorise les rencontres inattendues dans la bonne humeur. En matière de camping, Brédeneux fera figure de pionnier en élaborant le premier règlement visant à éviter les implantations anarchiques. Désormais, ceux qui disposent d'une voiture pourront séjourner dans tout le pays sans devoir loger à l'hôtel. Certains responsables commencent à se soucier des équipements récréatifs et de la qualité des loisirs proposés. Les spectacles de marionnettes agrémentent le séjour des vacanciers. Tentes, caravanes, animations. Petit à petit, la vie s'organise en dehors des lieux traditionnels d'hébergement. Le tramway permet de circuler d'un bout à l'autre du littoral, mais le tram du littoral, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. Ce tram fait vraiment partie de la mer. Dans notre famille, ce tram disait Philippe, 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 c'est-à-dire qu'il appelait le garçon de ma sœur. J'ai un jour raconté ça à des amis qui ont dit « Ce n'est pas vrai, ce tram dit Corinne, 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 Corinne ». Comment se divertir en attendant le retour du soleil? En 1935, Albert Florizone apporte une réponse à toutes ces questions. Eh bien, j'avais l'idée de faire cela. Je racontais à mon père. Mon père n'y croyait pas. Il dit c'est plutôt un hobby, les abeilles. Vous faites ça comme amateur. Moi, j'ai eu des abeilles, disaient-ils, mes parents et mes grands-parents. Vous êtes la 4e génération, mais faire une affaire, je n'y crois pas. Mais je dis, papa, je vais faire quand même une affaire et j'y crois. Et je l'ai fait, comme vous voyez maintenant. 50 ans plus tard, je suis ici, devant vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier parc d'attractions de la côte? Ben, certainement, n'est-ce pas? Et il n'y en avait pas. Nous sommes le tout premier. Mais ce n'est pas, en somme, une parc d'attraction, n'est-ce pas? J'avais surtout fait une parc de famille pour inviter les parents avec les enfants. Et ça a fait boule de neige. Je donnais 7 conférences par jour et j'invitais tout le monde qui venait ici. Et je demandais s'ils étaient contents de revenir. Et ça fait boule de neige, quoi. Ben, Mélie a évolué tous les ans un tout petit peu. On a invité les écoles. Les écoles sont venues en grand nombre. Et là aussi, je donnais des conférences. Et comme ça, on a été connu même à l'extérieur de notre pays. Ça a commencé, le public a commencé à venir en masse. Il avait fait un club de gymnastique sur la plage de Zout. J'ai oublié comment il s'appelait. Il était célèbre au Zout. Il faisait autorité en matière de gymnastique? Oui, il avait formé un club de gymnastique et on faisait de la gymnastique sur la plage. Tout le monde? Oh, tout qui voulait. Tout qui voulait. Je crois qu'il y a surtout des dames qui font. Oui, des dames, oui. Oui, bien sûr. Le matin, on arrivait sur la plage, et alors il sifflait, hein, et on allait à sa gymnastique. Mais il y avait beaucoup de monde à la gymnastique. Donc, ça nous occupait, au fond. Alors là aussi, on a toute une variété de maillots d'époque. Oui, oui. C'était la mode, on ne parlait pas encore de 2 pièces ni rien. Si, il y avait des... Si, il y en avait, je crois. En quelle année? Oui. À cette époque-là, la mode, c'était des maillots de bain en fin caoutchouc. Ah, moi, j'ai jamais porté, jamais. Il faut dire que ça coûtait très cher. Non, moi, j'avais un maillot en laine pour le froid. Sur la digue, toujours majestueux, le casino devient peu à peu un monument d'une autre époque. Aujourd'hui, c'est à la terrasse des nombreux établissements tout proches qu'on ira prendre
un rafraîchissement. Vaincre la crise en résorbant le chômage, défendre la démocratie et la liberté contre toutes les attaques du fascisme, assurer la paix dans le monde, tels sont les trois nobles mots d'ordre que nous défendons devant le corps électoral. Ils sont aussi clairs, aussi généreux que tous ceux que nous avons défendus dans le passé. Ils sont dignes de la grande tradition socialiste. Nous avons confiance. Le 24 mai, ils triompheront avec le Parti ouvrier. La famille Lambartz faisait partie d'un mouvement de jeunes, émanation du Parti socialiste. On disait alors le Parti ouvrier belge. Parmi les activités de ce mouvement, le ciné-club, le théâtre, la musique, mais aussi les activités sportives. Chaque jour de congé était mis à profit pour de grandes balades à pied ou à vélo dans les Hauts-de-Fagne. Le point de chute était une auberge construite par les Amis de la Nature. J'avais 18 ans à ce moment-là, je crois. Eh bien, je crois que je me suis construit un vélo avec 3 morceaux de vélo. Et notamment, il y avait un cadre de l'AFN, un vélo de l'AFN plus solide. Il faisait bien 7 kilos à lui tout seul, le cadre. Par conséquent, des trucs impossibles. Mais on est parti à vélo. Bon, puis on a vu apparaître, évidemment, les tandems à 2, les tandems à 3, les tandems à 4 personnes. C'était pas très pratique, hein. Je me souviens d'avoir vu partir une famille et toute une série de copains dans le même véhicule. Qu'est-ce que c'était? C'était un corbillard. Bon, c'était de l'humour noir. Mais enfin, bon, il fallait partir. On avait un outil de transport. On s'en est servi pour les vacances. La voiture fait désormais partie du décor des villes où commencent à s'organiser de superbes embouteillages. En vacances, elle s'avère un moyen pratique de promenade, ce qui nous vaut ces images impressionnistes des rues de Coxyde filmées vers 1937. Sur la plage, on a depuis longtemps maîtrisé le maniement du transat et lentement, on apprend à savourer le temps libre tout en se défendant de transformer les loisirs en oisiveté. L'exposition universelle et internationale de Bruxelles fut la première exposition de grande envergure organisée depuis la fin de la guerre 14-18. Elle remporta un succès considérable, en accueillant près de 20 millions de visiteurs. Sur le plan international, elle réussit à renforcer le prestige de la Belgique, tandis que sur le plan intérieur, elle contribua par les efforts déployés à stimuler la relance de l'activité économique. Rien n'avait été oublié pour faire de la visite un moment inoubliable. Portant brassards et casquettes, ce sont des messieurs qui assuraient l'information des visiteurs. Les hôtesses n'existaient pas encore. Parmi les nombreux galas et manifestations, ils vous renseignaient sur la journée de célébration du 100e anniversaire de la locomotive, sur la projection d'un film en relief en présence de Monsieur Louis Lumière, un des inventeurs du cinématographe, ou encore sur les fêtes du 10e anniversaire de la jeunesse ouvrière chrétienne qui se déroulèrent au stade du Heysel. On faisait ça en un jour, on partait le matin, disons entre 5 et 6 heures, on allait à Bruxelles, on passait toute la journée et le soir on rentrait. On faisait ça le dimanche. Et c'était suffisant pour voir toute l'exposition? Ah non, on faisait ça 5 ou 6 dimanches de suite, comme ça. Et ça s'inscrit dans un contexte assez dramatique pour l'architecture, dans la mesure où on est en plein dans les lendemains de la crise de 1929. Tout l'Occident subit cette crise jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On ne va quasi plus rien construire. Le volume de la construction va tomber d'une manière dramatique dans l'Occident pendant 15 ans. Il pleut sur la route, dans l'ennui j'écoute, le cœur en déroute, le reste je ne sais plus. Et avoir alors le fameux guitare d'amour. Hein. Signe des temps, un pavillon consacré à la télévision. Une technique toute nouvelle. Ces expositions n'étaient pas tellement faites pour la technique. C'était des expositions qui étaient faites pour donner une image de chacune des nations qui participaient à cette exposition. À cet égard, c'était extrêmement intéressant.
chaque pays avait son pavillon. Hein. Vous avez le pavillon de l'Allemagne, le pavillon de Russie, le pavillon d'Angleterre et tout. Et vous aviez un petit pavillon international où les gens pouvaient venir demander des renseignements. C'est là que j'ai travaillé presque tout le temps. On est déjà plus dans le ton de l'architecture fasciste, beaucoup plus qu'en 1930 à Anvers. Et c'est une forme d'affirmation, l'architecture? Oh, c'est certain, c'est certain. Mon père adorait les montagnes russes, adorait les montagnes russes, et il me disait, attention, on va arriver en haut, on va redescendre, crie, oui, je criais, affolé, apeuré. Mon père était heureux comme tout, il retrouvait son enfance. Le parc d'attractions de l'exposition de 1935 était exceptionnellement vaste. On assure qu'aucune exposition, même celle de Chicago en 1933, n'avait réussi jusqu'alors à présenter un ensemble d'attractions aussi nombreuses et variées.